Ah, VP. Ça marche. Hey, salut Cosmos, comment ça va? Bien, merci. T'as trouvé des pierres? Oui, j'en ai trouvé. Vraiment? Oui, je te promets. Ok, tu me les montreras tout à l'heure? Bien sûr, pas de problème. Santé. Là, on est dans le village de mineurs, entouré de mines de tous les côtés. Devant nous, on voit déjà les premières tas de sable, tas de terre et de blé. Au Kenya, en lisière du parc de Tsavo, Marc est en quête d'un fascinant trésor Ça, c'est une vieille mine? qui pourrait bien se cacher sous ces terres ocres. Ils sont en train de miner en ce moment? Oui, ils sont en train de miner celle-là. Ah, c'est pour ça qu'elle est déblayée. C'est là qu'on va, non? Oui, juste là. Regarde, je voulais te montrer un échantillon de ce qu'on trouve dans cette mine. Tu penses quoi de cette couleur? La couleur est bien. Cette pierre fine, la tsavorite, est d'un vert si intense qu'elle est en passe de concurrencer l'émeraude. C'est des belles couleurs. C'est ni foncé ni clair. C'est des bonnes couleurs moyennes. C'est un échantillon. Mais bon, même petites comme ça, si elles sont propres, ça vaut du fric. Pour débusquer ces pépites, ce chasseur de pierres français explore les mines d'Afrique de l'Est en parcourant chaque mois des milliers de kilomètres. Je me sens pas trop comme un explorateur, mais j'aime un petit peu l'adrénaline. S'il y a une belle poche qui est sortie, quelque chose de spécial, une couleur exceptionnelle, l'adrénaline, c'est le rush. Le rush, c'est cette euphorie de la découverte qui pousse les amoureux des pierres précieuses et de bijoux à aller toujours plus loin dans leur quête. Portées autour du cou, au poignet ou au doigt, ces merveilles font chavirer le cœur des Français, mais pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans l'ombre à les faire briller, c'est un défi quotidien. À Paris, Julie Valade est experte en joaillerie. Elle prépare l'une des ventes aux enchères de bijoux les plus attendues de l'année. Elle a 6 mois pour dénicher des pièces exceptionnelles. C'est incroyable, parce que du coup, c'est le serrurier qui a découvert le faux fond. En dévoilant leur surprenant passé, je crois que c'est la créatrice la plus chère du monde. Julie espère atteindre des records lors de leur vente à Monaco. 77 000. Voulez-vous 80 000? Christelle Guédon, elle, est une créatrice particulière. Elle redonne vie aux médailles religieuses. Ça peut m'inspirer. Des Jésus, Marie. Pour se faire un nom, elle va participer à son tout premier salon, un rendez-vous incontournable de la bijouterie qui pourrait bien changer sa carrière. Tout ce qu'on va présenter, c'est vraiment l'essence de la marque. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est que la marque ne peut pas fonctionner. À 36 ans, Pauline Legnaud, elle, fait le pari fou de concurrencer les grands noms de la haute joaillerie en vendant ses bijoux sur Internet. Il n'y a aucun droit à l'erreur en plus parce que ça peut coûter très très cher. Et surtout là, c'est des pierres quand même assez exceptionnelles qu'on est en train de sortir. Elle mise sur des créations originales pour percer dans le milieu. Marc Saul, lui, arpente les mines africaines à la recherche des plus belles pierres du monde. Vous avez trouvé des grosses pierres? Non, pas encore. Pour fournir ses clients français en tsavorite, il va devoir user de malice afin de débusquer ces trésors du Kenya. Avec tous les sacs qui bougent, là, peut-être qu'il y a des pierres juste derrière sur la paroi. Et tous les jours, tu passes à 1,50 m de cette poche de pierre et tu la rates tous les jours. Une aventure pleine d'imprévus qui l'emmènera jusqu'à Bangkok. Pendant 6 mois, nous avons suivi ces passionnés dans leurs fascinantes explorations. À Bruxelles, Julie n'a pas une minute à perdre. À la tête du département joaillerie d'une grande maison de vente aux enchères, elle parcourt l'Europe à la recherche des plus beaux bijoux. Bonjour. Comment ça va? Bon voyage. Et aujourd'hui, dans le bureau de ses collègues belges, une succession pourrait peut-être faire son bonheur. C'est la chasse au trésor, là. Donc là, on a tout un ensemble de bijoux, un peu tout mélangé, des choses de valeurs différentes, plus ou moins importantes. Des petits bouts cassés, des jolies choses. Mais parmi cette cinquantaine de bijoux, aucun ne séduit vraiment Julie. Ça sert à rien de mettre un petit objet dans une vente de prestige qui va se perdre. C'est pas ça que les gens cherchent dans ces ventes-là. Donc voilà, il faut pas mettre des choses à Monaco à tout prix. Pour cette vente, Julie doit taper fort et parfois les trésors se cachent là où on ne les attend pas. Installez-vous, je vous en prie, ici. Ce diamantaire belge, venu avec son fils, a fait une étonnante découverte en héritant des biens appartenant à son grand-père, lui-même diamantaire. On a retrouvé une pièce dans un coffre-fort. Un coffre-fort transmis pendant 2 générations
où était dissimulée une parure de diamants et de rubis. Ce coffre, je voulais l'ouvrir. On n'a plus la clé, alors on a fait venir un spécialiste pour ouvrir la serrure. Et il y avait un faux fond. Et c'est lui qui m'a indiqué ça. Alors, ils ont tapé là-dessus. Voilà. C'est incroyable. Oui, non, franchement. Oui, c'est cool. Parce que du coup, c'est le serrurier qui a découvert le faux fond. Oui. Alors du coup, vous n'avez aucune idée d'où ça vient? Vous vous souvenez pas? Malheureusement, je n'ai pas de référence, sauf le coffre-fort du grand-père. Ouais. Mais bon, il ne parle plus, hein. Oui. C'est très joli, c'est très particulier. Alors c'est un style, à mon sens, c'est une fabrication indienne, sans doute. C'est pas Hollywood, là, c'est Bollywood. Mais c'est beau, hein. Oui. C'est vrai, hein. C'est typiquement une pièce pour les ventes de Monaco, puisque c'est un lieu où, voilà, on a encore de grandes soirées pendant lesquelles on peut porter ce genre de pièces. Julie doit maintenant proposer un prix qui peut convenir aux vendeurs sans effrayer les futurs acheteurs. On est d'accord sur une estimation entre 18 et 20 000 euros. C'est l'estimation que je mettrai dans le catalogue. Voilà, ça vous va? Bon, parfait. Merci beaucoup. Exactement. Le propriétaire fait bonne figure, mais il espère en obtenir bien plus. De toute façon, ça va les doubles, hein, c'est clair. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Au minimum. La vente de Monaco est l'une des plus importantes de l'année. Julie joue la réputation de sa maison de vente. Elle a 400 lots à trouver. Pour dénicher des bijoux hors du commun, elle a pris rendez-vous chez l'un des bijoutiers de la famille royale belge. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va, je vous remercie. Un client leur a confié une paire de boucles d'oreilles en diamant qu'il souhaite peut-être vendre. Ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est des bijoux, on voit rarement de cette qualité-là, avec des pierres aussi importantes et des bijoux anciens. C'est très rare, effectivement. C'est aussi des bijoux qui font battre le cœur. On se voit bien avec. Tout de suite, ça transporte un peu dans un autre voyage. Julie semble conquise par ces pièces art déco. Encore faut-il qu'il s'accorde sur le prix, à un sujet délicat. Moi, j'ai un prix professionnel en tête, mais comme Julie n'a pas encore donné son prix, je ne vais pas donner le mien. Oui, alors en fait, la négociation, c'est souvent un jeu chat et souris. Parce que chacun a son prix en tête. Et puis après, voilà, on discute et donnez-moi votre prix en premier. Non, je vous en prie. Voilà, c'est de la fausse politesse parce qu'en fait, tout ça, c'est de la stratégie. Qu'est-ce que tu en penses alors, Julie? Moi, en termes d'estimation, je pensais autour de 60 à 70 000 euros pour la paire de boucles d'oreilles. Écoute, on n'est pas très loin. Je vais un peu au-dessus, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Très honnêtement, je pensais un tout petit peu au-dessus, mais je pense que pour avoir un prix assez attractif, il ne faut pas aller au-delà de 60 000 en prix de réserve. Oui, non, tout à fait. On est d'accord. Bon, merci beaucoup Maxime, merci de m'avoir reçu. Une journée fructueuse pour Julie, mais elle n'a plus que 3 mois pour trouver ses perles rares. Si les bijoux anciens continuent de séduire, des joailliers d'un nouveau genre rivalisent d'inventivité pour conquérir la place Vendôme. À Paris, dans un bureau tenu secret. Vous voulez regarder la qualité de ces saphirs-là? Ça, c'est du saphir de Ceylan, n'est-ce pas? Exactement. Ils sont magnifiques. C'est l'enfoncé. Pauline vérifie les derniers arrivages de pierre. Je trouve qu'en termes de couleur, on est exactement... Enfin, c'est vraiment ce que les clients demandent. Quand en ce moment-là, vous avez trouvé des super fournisseurs, quoi. Il y a 8 ans, après des études de commerce, mais sans rien connaître aux bijoux, Pauline et Sharif, son mari, ont lancé une marque de joaillerie vendue exclusivement sur Internet et qui se veut accessible à toutes les bourses. Et là, dans les commandes qui sont tombées ce matin, parce que je vais aller voir Elodie tout à l'heure, ouais, il y a des trucs sympas qui sont tombés. Ouais. Beaucoup de bagues de fiançailles. Ouais, c'est vrai. Pas mal de saphirs, je trouve, en ce moment. Les clients vont pouvoir s'amuser à choisir la pierre et le métal. Ça fait vraiment partie en fait de notre spécificité. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à choisir entre du diamant, de l'aigle marine, de la topaze, du saphir, de l'émeraude. Vraiment, on a une très grande variété de pierres. Et ensuite, pareil pour le métal. Mais le couple a dû se rendre à l'évidence. Pour jouer dans la cour des grands, il faut faire preuve de beaucoup plus de créativité.
C'est à Nice, dans un de ces ateliers de fabrication, que Pauline va concevoir ses nouveaux bijoux. Salut les filles, ça va? Avec Claire, la directrice, et Viviane, une bijoutière. Assieds-toi. Pauline a imaginé une collection florale, esquissé les contours de quelques bagues, mais c'est Viviane qui va étudier la faisabilité de ses idées. Je te montre ce que j'avais fait. Super. Franchement, j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper sympa. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on essaye d'affiner. Alors après, il faut voir si techniquement on y arrive, mais affiner au maximum. On veut vraiment quasiment ne pas voir le métal. Si tu veux, on veut vraiment donner la part belle aux pierres, donc les griffes les plus fines possibles, solides, mais comme d'habitude, mais fines. Et alors le dernier point, je ne sais pas si c'est possible techniquement, Viviane, mais je trouve que c'est dommage d'avoir ces jours ici. Moi, j'aimerais bien qu'on groupe au maximum les pétales. Il faudra juste rajouter une petite pierre pour pouvoir les resserrer et garder la même taille de pierre. Du bout de son pinceau, Viviane donne vie aux bagues imaginées par Pauline. Viviane, voilà les gouachés. Magnifique. Les dents. Ah, j'adore. Je suis contente parce que tu vois, on avait hésité sur les pierres. Au final, je trouve que ça fonctionne très bien avec la Tsavorite. Moi, ce que j'adore dans les gouaches, c'est qu'on a presque l'impression de tenir le bijou. Il y a beaucoup de brillance. Alors, c'est pas la même chose qu'en vrai, mais on commence vraiment à presque sentir du doigt, enfin voilà, à toucher du doigt le bijou. Et maintenant, j'ai hâte de voir la version finalisée. Dans 3 semaines, Pauline découvrira les prototypes de sa bague florale, mais elle va rencontrer quelques complications. La magie d'un bijou tient souvent à l'histoire unique de sa pierre. Au Kenya, Marc est toujours en quête de Tsavorite. Il est où, Georges? Ah, t'es là. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Marc a vécu une grande partie de sa vie en Afrique et grâce au swahili qu'il parle couramment, il a pu tisser des liens forts avec les mineurs. Je vois que vous avez construit une nouvelle maison. C'est ton bureau, il est prêt. Ah, c'est un nouveau bureau? Oui, c'est ton nouveau bureau, Marc. Ah bah vous l'avez construit grâce aux pierres que je vous ai achetées. L'aventurier recherche une pierre de 2,5 carats pour un bijoutier français qui souhaite en faire une bague. Et la sécurité? La sécurité est bonne. Bah dis donc, il est propre ton nouveau bureau. Ah ça oui, il est tout propre. J'ai ma balance, ma lampe torche. Et c'est toi qui as tout trié par taille? Oui, c'est moi. La couleur est bonne. Depuis 26 ans, Marc dédie un quart de son temps à la conquête de la Tsavorite. C'est une pierre qui donne une alternative à l'émeraude. C'est plus dur que l'émeraude, c'est pas une pierre qu'on peut traficoter. Donc il n'y a pas de synthétique, il n'y a pas de synthèse. Et c'est le Kenya qui produit surtout ces pierres. Le Kenya est un petit peu en Tanzanie, mais nulle part d'autre au monde. La Tsavorite est 30% moins chère que l'émeraude, mais les grosses pièces se font rares. Je regarde avec la lampe, là, et à l'intérieur, on voit que la pierre, c'est comme du verre. Elle est totalement transparente. Et là, il y a une autre pierre, plus grande. Comme tu vois, là, c'est plein d'inclusion. Elle est plus grande, mais bon, elle est de moins bonne qualité. Donc, elle n'aura pas un bon usage dans le monde de la bijouterie. Ça, c'est une bonne pierre, ça peut être utilisé. T'as trouvé des grosses pièces? Non, pas encore. On trouve des pierres, mais celles qu'on a trouvées sont toutes petites. Donc là, il y a 70% de pierres propres, et là, 40%. Je fais une estimation rapide. S'il fallait que je pèse chaque pierre une à la fois, j'en aurais pour 5 heures de boulot. Et c'est des pierres minuscules, donc c'est un truc de fou. Donc en fait, je fais un calcul rapide. Ça vient de là? Oui, de ce paquet. Pas de pierre exceptionnelle, mais Marc achète quand même ces 2 sachets pour un peu moins de 500 €. Alors la beauté du truc ici, c'est qu'on n'a pas besoin de se balader avec de l'argent, on peut payer par SMS. Et on peut jusqu'à un montant d'à peu près 1 000 €. Donc là, je vais le payer. Depuis qu'ils ont inventé ça au Kenya, il y a beaucoup moins de vols. Voilà, l'argent est arrivé sur son compte. T'as bien reçu le transfert? Là, ça me dit que Georges a bien reçu le transfert. Oui, c'est bon. Chez Georges, Marc n'a pas trouvé la Tsavorite pour son bijoutier français.
Alors il tente sa chance dans une nouvelle mine, à quelques kilomètres de là. Mais contre toute attente... Il y a un problème? Les mineurs sont en arrêt technique. C'est la marque Sungora? Oui, c'est Sungora. C'est une marque chinoise? Oui, oui. Ils perforent des trous et ensuite ils font sauter la dynamite. Et ça, c'est des marteaux perforateurs chinois. Ça tourne toujours en panne. Ils sont toujours en train de réparer. Il y a toujours des problèmes. This is the Chinese model. C'est une marque chinoise. Les marques allemandes sont bien plus performantes. Cette panne n'arrange pas les affaires de Marc. Ils sont par où vos terrains? Nos terres vont de là à là-bas. À perte de vue sur ces terrains, des trous de mine et des kilomètres de galeries souterraines. Et l'entrée est par ici? Ouais. Dans cette galerie vieille de 30 ans, ils n'ont rien trouvé depuis 3 ans. Marc aimerait comprendre pourquoi, alors il tient à inspecter la mine avec Maura, le propriétaire. Ça fait combien de mètres? Ça fait 50 mètres. T'as besoin d'aide? Non, 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 non. On descend encore plus loin. De là-haut jusqu'ici, vous trouvez des poches de tsavorite? On a trouvé des poches, des blocs, et puis plus rien. Avec ses connaissances en géologie, Marc décèle tout de suite les problèmes. De tout là-haut, il faut miner tout droit. Si tu contournes la roche, tu peux passer à côté des pierres. Dans les mines de Tanzanie, ils creusent tout droit, comme une flèche. Ils contournent jamais. En fait, ils minent beaucoup au pifomètre. Ça, on est dans une mine typique où il n'y a jamais eu un géologue. Et l'autre problème, c'est que comme ils n'ont pas mécanisé, ils explosent, ils mettent dans des sacs, mais ils ne le remontent pas à la surface. Donc ça prend énormément de place. Et il faut les sortir, les sacs. Parce qu'en fait, plus l'environnement est pollué, plus il est difficile de bosser. C'est comme une cuisine, une mine. Il faut toujours que ce soit propre. Quand c'est propre, tu bosses mieux. Là, tu ne peux pas voir la paroi. Donc avec tous les sacs qui bougent, là, peut-être qu'il y a des pierres juste derrière sur la paroi. Et tous les jours, tu passes à 1,50 m de cette poche de pierre et tu la rates tous les jours. Marc espère que ces conseils vont leur permettre de trouver des tsavorites très prochainement, car la demande est de plus en plus forte. Oh, l'air est meilleur là-haut. Mais pour l'heure, il doit encore trouver la pierre de son client, qui lui a donné rendez-vous dans 2 jours à Bangkok. À 9000 km de là, une autre chasse prend, elle, un caractère divin. Dans les allées des Puces de Saint-Ouen, près de Paris, ah, c'est sympa. Christelle et son compagnon Christophe sont à la recherche de pièces sacrées. Ah, regarde là. Alors là, on a pas mal de médailles anciennes. Des Jésus, Marie, Sainte Thérèse. Depuis 2 ans, cette créatrice chine des médailles religieuses. Elle en réalise ensuite des répliques pour en faire des bijoux. Ces médailles que je chine, par exemple, elles vont devenir, comme ici, sur la bague que je porte, un bijou abouti et complètement modifié. Je l'ai aussi associé à une corolle de dentelle, on a inclus des strass. Là, par exemple, c'est la même médaille en fait, qu'on a utilisée et qui est traitée de façon complètement différente. Donc, ne serait-ce que pour cette petite médaille trouvée un jour chez un antiquaire, ça fait quand même un panel de possibilités illimité. Cette médaille de l'apparition a lancé la marque de Christelle. Mais elle doit aujourd'hui développer une collection avec d'autres effigies. Je pourrais utiliser des médailles neuves, mais il va se passer moins de choses en fait quand je vais la regarder. J'ai vraiment envie qu'elle vienne du passé. C'est vraiment ce qui me plaît. Ouais. Et coucou! Chez cette brocanteuse, elle va faire de curieuses trouvailles. Écoute, il y a plein de nouveautés. Il y a les petites broches avec l'eau. Ah ouais. Ces petits sont un peu classiques. C'est pas exploitable en fait, parce que pour le moule, on ne pourra pas mouler. Il faut qu'il y ait quand même un peu de relief. Celle-ci, elle est assez grosse. Mais au casting des figures saintes, toutes ne font pas l'affaire. Elle a un visage qui ne sera pas possible. Saint-Bernard, c'est pareil, voilà. On aura beau mettre du strass et de la paillette, il sera jamais fashion. Il a une aube, enfin il est chauve, c'est quand même pas... Voilà, j'imagine mal en fait une femme d'aujourd'hui porter un moine autour du cou, quoi.
Christelle doit trouver 4 médailles différentes pour ses nouveaux modèles. Celle-là, elle est super. Hein. Il n'y a rien au dos. Puis la forme, j'aime beaucoup la forme. C'est très beau. Malgré ses achats coup de cœur... Et voilà. Merci Pauline. Super. Christelle n'a pas encore dégoté la pièce phare de sa collection. C'est à Aubagne, près de Marseille, que ces médailles anciennes retrouvent une nouvelle jeunesse. Merci. Christelle emploie ici 6 salariés, dont sa fille Emma, chargée d'envoyer les commandes aux clients, principalement des boutiques du sud de la France. Tu as Diva, Béziers. Tu as Diva, Montpellier. Béziers, c'est OK. Tu es sur le... Ouais. Comme ces médailles, Christelle a connu une autre vie. Elle était infirmière au bloc opératoire. C'est vrai qu'il y a des filles qui, depuis l'enfance, adorent faire des bijoux. Moi, je n'avais jamais fait un bijou de toute ma vie. Et quand j'ai débuté sur la table de ma salle à manger avec mes quelques perles et mes 2-3 médailles, à aucun moment j'aurais imaginé, 3 ans après, être à la tête d'une marque qui fonctionne, quoi. Oui. Mais pour développer son entreprise, Christelle se verse encore un salaire modique. Elle espère changer la donne avec sa nouvelle égérie, qu'elle pourrait débusquer dans un endroit aussi paradisiaque qu'insolite. Ce matin, à Paris, près de la place de la Madeleine, Julie aussi est pleine d'espoir. Elle pense avoir mis la main sur un bijou de Suzanne Belperron, une créatrice renommée du début du XXe siècle. Bonjour Olivier. Ça va? Tu vas bien? Sans certificat, elle espère le faire authentifier grâce à Olivier Barouin, expert en la matière. Il est le seul à pouvoir percer le mystère de ces broches en platine et diamants de 27 carats. Le bijou en soi est absolument époustouflant. Il est art déco, il est très bien travaillé. S'il est en plus d'une très grande signature comme Belperron, ce serait fantastique. Donc, voilà. Maintenant, il faut que tu travailles. C'est typique de Suzanne Belperron, des décors d'enroulement. On reconnaît son œuvre au modèle, au dessin. Après, il faut encore que ce soit les ateliers, la création et l'artiste. Le premier indice, celui que tout le monde va chercher en un premier temps, c'est le poinçon de maître. Ça, c'est systématique. Le moindre indice a son importance et pourrait faire grimper les enchères. La toute première estimation est fixée entre 15 et 25 000 euros. Là, on a des poinçons qui sont très très bien marqués. Donc le poinçon des ateliers Groen et Dard, ça c'est un poinçon qui est utilisé entre 1942 et 1955. Et ce qui est assez rare, c'est qu'il est parfaitement bien insculpé. Lors de la succession de Suzanne Belperron, Olivier Barouin a racheté ses plâtres, ses cahiers de commande et tous ses dessins. De quoi lui fournir d'autres pistes. Alors là, on a trouvé 2 plâtres qui correspondent exactement au modèle. Ce sont des déclinaisons, un vers la gauche, un vers la droite, exactement ce qu'on a là. Donc on retrouve le motif, ce motif récurrent à des corps d'enroulement. Ça, c'est vraiment... C'est émouvant, je trouve, parce que c'est des beaux objets fabriqués par les mains de Suzanne Belperron elle-même qui ont servi à faire ces pièces-là. C'est vraiment magique. Aujourd'hui, elles sont très, très, très prisées, plus prisées que jamais. Je crois que c'est la créatrice la plus chère du monde. Première confirmation, l'estimation de l'objet a déjà doublé. Mais l'expert ne s'arrête pas là. Grâce à ses cahiers de commande, il espère découvrir le nom de la première propriétaire du bijou. Hop, on attaque page 37. Après 1 heure de recherche, il y retrouve le nom d'une ancêtre de l'actuelle vendeuse. On est précisément le 7 janvier 1937. On arrive tout en bas. Ah, la comtesse est là. On continue sur la page suivante. Elle emporte ses clips d'oreilles brillants et rubis, sa bague brillant et rubis, 2 clips platine brillants. Et voilà, on a trouvé. Ces bijoux ont été réalisés pour la comtesse de Polignac, issue d'une grande famille de l'aristocratie française. Grâce à cette découverte, Julie pourra attirer à sa vente de grands collectionneurs ou des passionnés d'histoire. C'est très excitant, c'est très émoustillant, on va dire, puisque on a fait une découverte. Moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant, parce que on est parti d'un objet où on se dit « Waouh, c'est quand même un très bel objet ».
Et on arrive à tous ces éléments, tous ces détails qui font que ça va être non seulement un très bel objet, mais en plus qui a une provenance incroyable, qui a un grand prestige et qui va se vendre à un très joli prix. Donc là, on espère effectivement d'avoir un beau résultat. Julie espère désormais que ces broches se vendront à plus de 60 000 €. Reste maintenant à faire décoller les enchères. Au Kenya, pour Marc en revanche, les affaires se corsent. Il cherche toujours sa pierre de 2,5 carats pour son client français. C'est chez Cosmos, un courtier en tsavorite, qu'il place ses derniers espoirs. J'aime bien les couleurs foncées. Si t'en as d'autres, de 1, 2 ou 3 grammes. Oui, regarde, c'est pas mal. Mais elle est un peu fendue. Ah bon? Oui, elle est fendue à 2 endroits. Il n'y a que la moitié de la pierre qui est bonne. Ouais. Pour obtenir une pierre de 2,5 carats après la taille, Marc doit trouver une tsavorite d'au moins 2 grammes. Elle pèse combien? 1,4. 1,4. Ça, c'est 1,4 grammes, donc c'est 7 carats. Là, elle est cassée, là, au centre. Donc tout ça, ça doit dégager. Donc on devrait pouvoir tirer une pierre de 1 carat, là. Je peux t'en donner 240 $. Pour toi, je te fais un bon prix, à 300. Ok. Ok, donc pour celle-là, l'affaire est conclue. Et pour celle-ci, t'as vu qu'il y a des inclusions? Oui, j'ai vu. Du coup, tu me proposes combien? 580 $. 340. Dernier prix, 480. Non, laisse tomber. Montre-moi d'autres pierres. Je garde juste celle à 300. Ok, attends. Je vais voir si j'ai autre chose. Je lui ai dit ce que je peux, lui m'a dit ce qu'il peut, lui. Donc si on trouve un juste milieu, on fait. Donc sur 5 pierres, il y en a une où on a trouvé le juste milieu. Sur les autres, trop difficile, donc on laisse. Cette tsavorite pourra être revendue, mais elle n'atteint pas le poids dont il a besoin. Face à l'exigence de Marc, Cosmos sort ses plus grosses pierres. Ça doit peser presque 3 grammes. Ça pèse combien, ça? Attends, je vais peser ça. 3,04. La chance commence enfin à lui sourire. Et celle-là, 2,3. Celle-là, peut-être 2,1. 2? Non, 2,2. 2,2. À l'abri des regards, Marc négocie ces 3 pierres pour moins de 1 000 €. Ça va. Allez, merci. Non, merci à toi. Mais alors qu'il est sur le départ, des mineurs profitent de sa venue pour saisir leur chance. Non, les gars, c'est trop jaune. Mais non, t'es sûr qu'il y a du jaune? Mais non, il n'y a pas de jaune. Tu rigoles. Laisse tomber. Voilà ce que je veux éviter. Moi, je veux juste voir le propriétaire de la mine et mon ami. Je veux pas commencer à traiter avec tous les petits mineurs et tout le monde parce que ça encourage le vol. Et ça va mettre un dos avec les propriétaires des mineurs. Je veux garder des bons apports. Tu sais, c'est pas bon si je commence à acheter à d'autres personnes. Ça risque de tout gâcher. Chacun doit rester dans son rôle. Plus tard, les mineurs risquent de te détester. Ils vont croire que je t'apprends à voler. Allez, salut les gars. Merci. Demain, Marc s'envolera pour Bangkok et il espère que l'une de ses pierres séduira son client français. Un périple qui lui réserve quelques sueurs froides. À Nice, Pauline aussi s'apprête à vivre un moment décisif. Ses prototypes de bagues florales sont en train de prendre forme à l'atelier. Elle est venue assister à l'étape la plus délicate, le sertissage. Bon, on a hâte de voir nos petites mignonnes, là. C'est Laurent qui est à la manœuvre. C'est la première fois qu'on utilise cette taille de pierre, tu sais, sur l'un de nos bijoux. Et donc, je t'avoue que j'étais un petit peu inquiète au début. Je me disais, est-ce qu'on va avoir des problèmes, que ça soit pas très droit, etc. C'est hyper important que ça soit homogène. Sur les nouveaux modèles, il faut toujours prendre son temps, pas se précipiter, trouver le bon ajustement. C'est parti. L'artisan commence par le plus délicat, les navettes. La difficulté, c'est qu'en fait, c'est juste la pointe qui tient la pierre. Il faut vraiment plier tout doucement, ne pas se précipiter. Voilà. Là, la pierre est bloquée, il n'y a plus qu'à couper la griffe et faire une petite boule. Une fois les navettes bien accrochées, c'est au tour de la pièce maîtresse, et pas n'importe laquelle, une tsavorite.
Le moindre faux pas peut mettre en péril 12 heures de travail. C'est toujours un challenge, surtout le lundi matin après un week-end. Voilà. Donc on prend son temps, vous voyez. J'ai pris mon petit café ce matin, mon petit croissant. J'ai fait un bisou à ma femme et mes filles, en sachant que ce matin une favorite m'attendait. La difficulté, c'est toujours les pierres de couleur qui sont forcément fragiles. Il faut faire attention. Il ne faut pas une griffe trop fine, parce que sinon la griffe va bouger, la pierre va se dessertir. Il ne faut pas une griffe trop grosse, sinon quand on va plier, on va casser la pierre. Là, on coince la pierre. Et vous voyez, il faut plier tout doucement les griffes de chaque côté. Si vous pliez trop d'un coup, elle va basculer et elle va pas être d'aplomb. C'est un travail d'une minutie incroyable. Il n'y a aucun droit à l'erreur en plus parce que ça peut coûter très très cher. Et surtout là, c'est des pierres quand même assez exceptionnelles qu'on est en train de sertir, donc c'est stressant. Ça va pas se dessertir là, Laurent? Oh non. Merci. Voilà. Merci Laurent. Au revoir, au plaisir. Après un dernier coup d'éclat, Pauline peut enfin admirer 2 de ses créations. Trop bien. Waouh, oh là là. Elles sont belles. Magnifique. Là, tout d'un coup, tu vois la brillance du diamant, quoi. C'est quand même très joli. Je suis vraiment très très contente du résultat. Mais je vais néanmoins les porter au quotidien et voir justement comment ils s'usent, si jamais il y a des soucis, parce que c'est quand même des pierres qui sont assez exposées, si jamais il peut y avoir de la casse, si jamais il peut y avoir de l'accroche. Donc vraiment tester le bijou pour que je sois sûre à 100% qu'une fois qu'il sera mis en vente, il sera réellement solide et qu'on pourra entre guillemets signer avec notre sang en disant à nos clients allez-y, il n'y a aucun problème, ce sont des bijoux que vous pouvez acheter en toute sérénité. Malgré les heures de travail, son prototype pourrait bien lui réserver quelques surprises. Pour Christelle, la chasse aux médailles religieuses prend une drôle de tournure. La voici sur l'île du Levant, près de Hyères, une île en quasi-totalité naturiste. Avec Christophe, son compagnon, ils rendent visite à une antiquaire qui sort de l'ordinaire. Coucou. Ah, ça va? Et toi? Oui. Ça fait plaisir d'être là. Ça va bien? Isabelle est spécialisée dans l'érotisme vintage et elle chine des médailles pour Christelle tout au long de l'année. Ça peut paraître étrange de venir chercher des médailles avec des madones, des Christ, des croix, dans une boutique dédiée à l'érotisme quand même. C'est vrai qu'il y a un décalage et j'aime beaucoup l'idée de l'ambivalence parce qu'on est tous un peu sages et à la fois on a nos démons et puis notre sensualité. Bon, tu veux voir ces médailles? Ah oui, j'attends que ça. Voilà les trouvailles. Oh là, il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a. Ouais. C'est une belle récolte cette année, dis donc. Oh, voilà, tu vois déjà, je vois des choses super sympas. Oh, j'adore. C'est vrai qu'on a du mystère autour de toutes ces médailles. On se pose toujours des questions. Qui les a portées? Est-ce qu'elles ont servi à protéger? C'est Marie-Madeleine, Maria Magdalena. Mais là, quand on parle d'ambivalence, Marie-Madeleine en est l'incarnation. Parce qu'à la base, c'était une prostituée qui ensuite s'est repentie. C'est vraiment la femme ambivalente par excellence. La médaille est vraiment très belle. Elle a un visage vraiment angélique. C'est très joli. En faisant ce choix, il y a un vrai risque, oui, c'est vrai. Il y a un côté sulfureux avec Marie-Madeleine. On lui prête une liaison avec le Christ. Elle a été prostituée. Donc c'est quelque chose que les femmes auront peut-être du mal à porter, certaines femmes. Mais bon. Ça... Après, elle est repentie. Hein. Et après, elle est repentie. On verra si ça plaît. On verra si les clients optent pour Maria Magdalena. Christelle fait confiance à son instinct. Dans quelques jours, lors du grand salon de la bijouterie, elle sera vite si son choix était le bon. En Thaïlande, Marc vient tout juste d'arriver à Bangkok, la capitale de l'industrie des pierres. Je dois passer 1 mois et demi, 2 mois par an à Bangkok chaque année. Je dirais que c'est ma 3e maison. J'ai pris mes habitudes au bout de 25 ans de voyage. Et alors là, on entre sur Silom Road. Silom Road, c'est la rue où il y a tous les gens qui travaillent dans l'industrie des pierres et de la bijouterie. C'est la plaque incontournable. Je dirais 35 à 40% du commerce dans le monde des pierres de couleur se passe par ici. Dans cette tour de 59 étages, 1500 grossistes s'échangent des gemmes du monde entier.
C'est ici qu'il a rendez-vous avec Philippe, un bijoutier français avec qui il travaille depuis 15 ans. Ça, c'est le brut que j'ai ramené. La pierre que j'ai sélectionnée, c'est celle-là. Donc, je pense que ce serait idéal pour la bague que tu veux faire. Mais belle couleur. Là, quand on regarde une pierre comme ça, on regarde les inclusions qu'il y a dans la pierre. Donc, une pierre peut avoir des fissures, elle peut être cassée en deux à l'intérieur. Donc, tout ça, ça se voit pas facilement sur le brut. Mais une fois taillé, tu vois que ça. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter quand on fait un achat. Ouais, c'est bien, ça me paraît bien. On va voir ce que ça donne une fois taillé. Philippe, qui a besoin d'une pierre de 2,5 carats, ne veut pas encore parler prix. Je comprends, je ne peux pas m'engager sur des bruts. Moi, je suis obligé de m'engager quand la pierre sera taillée. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer avec la pierre. T'inquiète. Le tailleur avec qui on travaille, c'est un magicien. Ouais. C'est un artiste. Ouais. La pierre va perdre 75% de sa matière lors de la taille. Philippe craint qu'elle ne soit pas assez grosse. C'est un moment décisif parce que là, on va donner un petit peu la forme générale de la pierre, donc on aura ses dimensions. Donc une fois qu'il a fini ce travail-là, on a la taille de la pierre pratiquement. Et on a déjà une bonne vue des choses. Elle chauffe pas trop. Oui, elle chauffe pas trop. Hein. On a déjà eu des accidents. Oui, je comprends qu'on ait des accidents. C'est pas une pierre qui aime bien... Elle arrive d'un pays chaud, mais elle n'aime pas la chaleur. Là aussi, il y a un réel savoir-faire. Donc là, la pierre, elle a sa forme finale, elle a presque sa taille finale. Bon, tu vois, quand on mouille la pierre, on a déjà une meilleure approche de la couleur, de la transparence. Philippe ne crie pas victoire, car le poids va encore diminuer avec la taille des facettes. Mais avant, il doit convenir d'un prix avec Marc. 2,75. 2,75, ça va te faire... combien tu vas perdre, là? Je pense que c'est une pierre qui va faire entre 2,39 et 2,43. D'accord. Une préforme comme ça, normalement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de crack, il n'y a pas d'inclusion, c'est super propre. Non, c'est propre. Bon, elle me plaît, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus, tu vois. Je voulais passer les 2,50. J'avais dit à mon client 2,50, moi, il sera content. Attends, je vais te faire un calcul. Je vais lui demander de faire super attention quand il taille la pierre. Voilà. Sûr et certain, 2,42 carats. Ok. Ça, je te fais un prix d'ami, je te fais $2000 la pierre et je te la taille gratuitement. Alors. C'est un prix d'ami, hein? C'est un prix d'ami. Ouais. Deal, pas deal? Non? Deal ou pas deal? Allez, laisse-moi la toucher une dernière fois. $2000, bon, ça me paraît bien. Hein. Marc n'a plus qu'à espérer que ses calculs soient bons. Le résultat est maintenant entre les mains de l'artisan. J'ai promis au moins 2 carats 42 à mon ami Philippe. Je voudrais pas qu'il soit déçu, hein. On va voir, hein. Séquence émotion. 2,44. Et tu payes le dîner ce soir, hein? Enfoiré. Elle est bien. Bon, on a fait un bon pari sur le poids. En général, ils se trompent pas trop. Et puis, bah, c'est bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Tu vois, 2,44. Ça fait 2,50, c'est aucun problème. Donc, pour moi, c'est bien. On est dans le deal. Tu vois, il vaut mieux que la surprise soit dans le bon sens que dans le mauvais sens, tu vois. Que tu aies un tout petit peu plus de poids que prévu. Donc, en général, avec les clients, je calcule légèrement plus bas pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est pour ça que je me fais toujours payer le dîner par les clients. On verra. Joli succès pour Marc. Dans quelques jours, en France, il va proposer cette favorite à une autre bijoutière, Pauline Legnaud, dans l'espoir qu'elle lui en commande pour sa nouvelle collection. La joaillère est justement sur le point de mettre en vente ses nouveaux bijoux. À la campagne, près de Tours, Pauline supervise ce matin le shooting photo de ses dernières créations. On n'a pas envie non plus que notre jeune fille soit maquillée comme si elle sortait en boîte de nuit, quoi. Non. Voilà. Ben écoute, il ne se voit pas, donc ça me paraît parfait. C'est très bien. Non mais c'est bien. Bon, bah, super. Très bien. Ces bagues florales sont enfin prêtes. Et voilà les bijoux. Alors, tiens, je vais te les montrer. Alors, les 3 bagues, en fait, qui existent en version pavée et non pavée à chaque fois. On a donc la petite qui est juste ici, la moyenne qui est juste là, et puis vraiment la version haute joaillerie, haut de gamme, qui est celle-ci, qui est un peu comme une couronne. Il aura fallu à Pauline 2 essais pour parvenir à ces merveilles. Son prototype en favorite a révélé au bout d'un mois quelques fragilités. C'est un bijou qui est très confortable, que j'ai apprécié porter. Il n'y a eu aucun accrochage, donc ça se tient très bien. Le sertie est très solide, ça c'est bien. Mais
Le petit souci, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait un jour qui est juste là, donc un petit trou. Et potentiellement, au niveau de la solidité, on s'est dit que ça pourrait poser problème. Donc c'est pour ça qu'on a fait une nouvelle version qui paraît presque identique. Et ici, vous n'avez plus ce jour. Donc la pierre ici est vraiment collée contre la pierre de centre. Donc à la fois en termes esthétiques et en termes de solidité, ça nous convenait mieux. Il faudrait juste rajouter une ombre par-dessus. Dernière étape pour Pauline, réaliser des photos attrayantes. Un enjeu majeur pour la créatrice qui vend essentiellement sur Internet. Ouais, c'est bien. Tu vois, elle est jolie cette vue, je trouve. Elle est belle quand même, cette bague. Hein. Ouais, super belle. J'espère vraiment qu'on va la vendre. Il n'y a pas de raison. Malgré cette angoisse, Pauline doit anticiper les prochaines commandes. Alors de retour à Paris... Pauline ? Ouais, salut Marc. Salut, tu vas bien ? Ouais. Elle a demandé à Marc de lui proposer quelques de favorites. De retour de Thaïlande, le baroudeur lui a rapporté 4 pépites du Kenya. On va les sortir là-dessus. Donc là, on en a fait une autre. C'est quoi, ça c'est du 5 mm ? Ouais. C'est original, c'est une monture qui n'est pas classique. J'ai jamais vu avant comme ça des pierres qui étaient serties uniquement d'un côté. Ce qui me plaît là dans celle-ci, c'est que les Apple Green là sont vraiment particulièrement lumineuses, je trouve. Elles sont très bien taillées. Donc merci Marc pour ça. Ça a été taillé dans un grand atelier à Bangkok. Bah, ça se sent. Mais l'exigence du couple va au-delà de la pureté de la pierre. Pour la nouvelle collection, on a besoin de pierres de diamètre de 5 mm. Mais comme c'est difficile d'avoir des pierres, c'est toujours de l'artisanat, c'est taillé à la main. On n'a pas forcément 5,00 mm, donc on a des tolérances. Et on vérifie avec cet outil. Donc elle est à 5,17, donc c'est limite. Pour leur bague, ils peuvent aller jusqu'à 5 mm 20. 5,30. Là, celle-ci, elle va être trop haute. C'est au 10e de millimètre près. Comme la tsavorite est plus rare, on est capable de relâcher un petit peu nos tolérances. Malheureusement, pas assez pour celle-ci, mais suffisamment pour ces 3-là qu'on va prendre. Il va falloir que tu nous approvisionnes durement maintenant, parce que... Je suis prêt à le faire, il faut que vous fassiez les ventes en amont. Voilà. Et je sais que les pierres sont dans de bonnes mains. C'est impeccable. Super, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Hein, et qu'il y a un bel avenir devant nous. L'avenir de cette collaboration se jouera dans quelques jours, lors du lancement de la collection de Pauline à Toulouse. À Aubagne, Christelle est elle aussi en plein préparatif. Bon, il y a du travail, hein, je ne te cache pas. Après avoir fait dupliquer ses médailles dans une fonderie, elle doit faire preuve d'imagination pour sublimer ses pièces en laiton. Tu vois, si on peut faire celle-là en bague avec le corps de bague tressé comme ça peut être vraiment sympa. Ok. Avec Tara, sa bijoutière, elle débute les premiers essais. Donc là, c'est important de pas trop la chauffer parce que c'est vrai que le corps de bague est un peu fragile vu qu'il est un peu fin. C'est bon, ouais. C'est super, hein. Ça a beaucoup de caractère. Bien. Allez, nickel. Ça passe à côté. Vanessa, l'émailleuse, va donner un peu de clinquant à la Vierge Roseau. Oh là là. Ah oui. C'est pas mal, hein. Très très belle. Comme on a pas mal de rebords, tu vois, j'avais envie de quelque chose d'assez... Bombé, ouais. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux que déjà je fasse un fond blanc? On essaye un fond blanc déjà, voir un peu... Bah, écoute, essaie le fond blanc, on va voir. On va voir. Je pense que le relief va en sortir peut-être après, je pense. Est-ce qu'on verra encore les roseaux? Pas sûr. Hein. Pas sûr. Clairement, là, ça va pas. Déjà, les petits roseaux qui étaient derrière ont disparu, voilà. Et puis, elles deviennent toutes petites. Donc, on va choisir, je pense, de la traiter différemment. On va faire autre chose. J'ai bien envie qu'on essaie un bleuté très doux, qui soit suffisamment translucide pour vraiment laisser voir le sujet dessous. C'est important de... Voilà, là, ça me plaît un peu plus, déjà. Bon, on n'est pas sûr que ça va être joli. C'est des tests, en fait, voilà. Après, je pense qu'il faut en mettre plus en quantité pour... Pour l'effet d'homme, là. Voilà. Ouais, c'est beau, ça. Super. Christelle procède elle-même à la touche finale. Est-ce qu'on va encore mettre des paillettes? Voilà, il y a un mix, en fait, de paillettes dorées et de paillettes argentées pour créer une sorte de ciel étoilé. Je vais aller voir au jour ce que ça donne. La couleur apporte quelque chose de plus
plus, le mix de paillettes, il vient créer une sorte de voie lactée. Non, j'adore, je suis très contente. Dans 2 mois, Christelle participera à son tout premier salon international de bijoux, un événement décisif pour l'avenir de sa petite entreprise. À Monaco, la prestigieuse vente aux enchères de Julie va bientôt débuter au sein de l'hôtel Hermitage, l'un des plus beaux palaces de la région. C'est le grand jour, on a travaillé presque plus de 6 mois. C'est tout un mélange en fait de stress, d'excitation. C'est toujours le moment où on a envie d'y aller là maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on y travaille et jusqu'au dernier coup de marteau, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au moins on aura donné le maximum. Donc ça, c'est ça qui compte. Depuis une semaine, Julie et son équipe sont à pied d'œuvre pour renseigner les potentiels acheteurs sur les 475 lots qu'elle a trouvés. J'adore celui-là, parce que je trouve que la pierre, la manganite, elle est vraiment belle. Heureusement, j'ai un mari qui fait des beaux cadeaux. J'aime qu'il me fait cadeau. Cette Italienne, une habituée des enchères, a repéré une bague ornée d'une imposante émeraude que son mari pourrait peut-être lui offrir. Je pense que vous allez pouvoir le porter avec n'importe quelle couleur surtout. Même sur du noir, on voit bien la couleur. Et, vous l'avez essayé déjà ? En changeant la monture. Ah oui, il faut changer la monture. Elle a une couleur magnifique. Elle a une très jolie forme parce qu'elle est très plate. Elle n'a pas besoin de profondeur parce qu'elle a une belle couleur. Donc c'est vraiment une jolie pierre. L'estimation pour cette bague, c'est entre 12 000 et 15 000. Elle devrait faire plus parce qu'il y a pas mal d'intérêt déjà dessus. Et qui sait, peut-être quelqu'un qui est intéressé, il dort en ce moment et c'est mon occasion. Les premiers prix débutent à 600 €, de quoi attirer les plus réticents à acheter en seconde main. Jusque-là, j'étais assez réfractaire à l'idée, un peu superstitieuse pour les bijoux. Je me demandais pourquoi les gens se retrouvaient à mettre des bijoux en vente aux enchères. Et en fait, comme maintenant, on met tout en vente parce qu'on consomme tellement, voilà, maintenant sur des bijoux, je serais prête à le faire. Elle est estimée 1 000 €. Ouais, je disais 2 000, je laisse 2 000. Oui, voilà, il y a un peu de diamants, tout ça. Non, c'est bien 2 000, pas plus par contre. Chez n'importe quel bijoutier, pour un seul petit tour de diamant, vous payez beaucoup plus que ça. 210. Le 210, une bague boule en or gris ornée d'un saphir. Nous commençons à 3 000. 3 500, 4 000 ici déjà. La vente va durer 2 jours. Au marteau, Maître Tajan orchestre ce ballet d'enchères qui fait toujours des heureux gagnants. 2200, l'enchère est ici, 2200. Adjugé 2200, merci. Et de nombreux perdants. Ah, ça y est, c'est fini. Je suis déçue, elle était très belle. C'est comme ça. Alors, 3500, nous sommes. Que dit-on à 3500 ? C'est au tour du collier en rubis et diamants dissimulé dans un coffre-fort en Belgique. Son propriétaire et son fils sont venus de Bruxelles pour vivre les enchères. Ils espèrent qu'il fera le double des 16 000 € estimés par Julie. Le 894, un important collier paire de pendants d'oreilles en or rose articulé de disques, serti de rubis cabochon et diamants. Et nous commençons à 14 000. Oui, 14 000, 15 000, 500, 15 500. Spectaculaire, hein ? Que dit-on à 15 500 ? Les secondes passent. C'est superbe, hein ? 15 500. Et les enchères ne décollent pas. It's not expensive. Combien les pierres ? 135 carats de rubis environ et 30 carats de diamants. Que dit-on à 15 500 ? 16 000, merci. 16 000, l'enchère devant moi, 16 000. C'est bien vu, j'adjuge. Adjugé 16 000, bravo, 205, 16 000. Pas d'envolée pour le trésor caché. Il part juste au prix de réserve. Oui. Alors ? Content. Très content. On espérait un peu mieux, enfin. Ça aurait pu aller un peu plus haut. L'histoire s'arrête ici. 200, 500, 800, 28, 2800, voulez-vous 3000 ? Julie est inquiète. Si les acheteurs n'enchérissent pas plus, elle n'atteindra pas ses objectifs. 3500, 3800, 38 against you. De son côté, à Paris, porte de Versailles, Christelle n'est pas très détendue non plus. Il va falloir faire la poussière, là, c'est l'horreur. C'est sûr, on a choisi du noir, il fallait s'y attendre. C'est évidemment pas conseillé. Le Salon international de la mode va ouvrir ses portes. Christelle fait partie des 1400 exposants. Là, on y est, c'est le moment, donc c'est un petit peu étrange.
Je vais devoir me mettre dans la peau d'une commerciale, ce qui n'est pas mon tempérament du tout. La créatrice et son équipe ont 4 jours pour vendre ces médailles qui ont bien évolué. Ma préférée, je n'ai même pas à réfléchir une seconde, c'est Maria Magdalena. Pour la symbolique, quand on la porte, je trouve qu'elle fait de l'effet, parce qu'elle est volumineuse, elle est présente. Et la Madone au roseau, j'ai choisi de l'entourer de paillettes argentées et gris foncé. Quelque chose de plus neutre. La première personne intéressée est une acheteuse professionnelle qui n'a jusqu'alors jamais été séduite par ses créations. Aujourd'hui, la tendance pourrait s'inverser. C'est très joli. Regardez le sautoir là-bas. Ça a évolué depuis 2 ans. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, beaucoup. J'espère que ça a évolué parce que sinon c'est embêtant. Moi, j'aime tout. Voilà, comme ça, c'est simple. Je veux dire, j'aime tout. Donc, non, tout est bien. Il y a le côté protecteur, quoi. Voilà, la Vierge, la croix, les gens, surtout en plus dans le Sud. Hein, oui, dire, voilà. Oui, c'est vrai que... Qui sait qu'il n'y a pas sa petite médaille sur lui pour se protéger, quoi. Cette responsable d'un magasin marseillais lui prend 72 pièces. Un début encourageant. Merci, au revoir. J'ai les frissons, c'est marrant. Ben, il fait pas froid pourtant. Ça y est, ça commence. La première cliente est arrivée avec un retour déjà assez positif. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, on est là. Les Madones de Christelle attirent aussi l'œil de Mao, une blogueuse chinoise renommée qui pourrait lui ouvrir les portes du marché asiatique. C'est un chapelet. Alors, c'est une sorte de collier religieux. Prends photo. Oui. Chaque photo postée par Mao est vue par des dizaines de milliers de Chinois. J'adore. Oui. Les Madones, les Vierges en Chine, c'est pas trop... Non, les gens aiment bien. Ils aiment bien? Ah oui? Parce qu'avant, tu sais, les gens aiment bien le style d'Amérique. Oui. Maintenant, c'est la France. Les gens ils trouvent ça, c'est plus fraîche. Oui, d'accord, ouais. C'est une bonne nouvelle. Oui. Grâce à l'influence de Mao, Christelle s'est trouvée une vitrine à l'international. On dit comment merci en chinois? Xie. Xie. Oui. Xie. Au revoir, merci Mao. Au revoir. De tous les pays, je ne m'attendais pas du tout à la Chine. On se dit peut-être des nations qui sont plus portées vers ma thématique. Et la Chine, au contraire. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir peut-être arriver jusqu'en Asie, ça serait top. Ouais. Pendant 4 jours, 40 000 visiteurs ont déambulé sur le salon. Ce soir, c'est l'heure du bilan pour Christelle. En chiffres, ça donne quoi? En chiffres, 150 commandes environ. Ça va représenter ah ouais, quand même. 5 000 pièces. Ah, elles vont être contentes, les filles. Hein 5 000 pièces, c'est l'équivalent de 5 mois de travail. Christelle a aussi démarché une 40aine de nouveaux clients. Bon, on peut trinquer, je crois. C'est cool. Chill. À la réussite. Oui. C'est trop bien. À Monaco, les enchères se poursuivent. La salle est pleine et les lots s'enchaînent. 78 000, c'est haut, jeune juge, à 78 000. Le 831, une bague ornée d'une émeraude rare de 8 carats 50 venant de Colombie. Et nous commençons à 10 000. La bague convoitée par Marina, l'italienne, entre en scène. La belle émeraude est estimée à 12 000 €. Son mari est prêt à monter jusqu'à 20 000. Allez, 10 000, 11 000, 12 000. Alors, 12 000, allons-y, 12 000. Oui, 13 000 déjà. 14 000, 15 000, 16 000, 20 000 debout, 21 000. Mais rapidement, il déclare forfait. Et en quelques secondes, les enchères s'emballent. 48 000, 50 000, oui, 52 000. 52. Au fond de la salle, 14 enchérisseurs se disputent le lot au téléphone. 70 peut-être 70 000 au premier rang. 74 000 Emmanuel. 75 000 Vinciane. Le match final se joue entre un particulier français assis au premier rang et un marchand belge au téléphone. 82, c'est au premier rang, c'est bien vu, à 82 nous adjugeons. 83 000. Les prix continuent de s'envoler. Emmanuel, on peut relancer. 84 000. Terminé, Vinciane? Merci. 84 000, l'enchère, donc devant. Merci à toutes les deux.
Adjugé 84 000, merci. La bague part 7 fois plus cher que son estimation. Incroyable. Oui. Incroyable. C'est un bon résultat pour le vendeur. Oui, voilà, c'est ça. Julie commence à être rassurée, d'autant plus que les boucles d'oreilles du bijoutier de la famille royale belge partent Adjugé 60 000, merci. au prix expertisé. Donc, paire de clips de corsage tourbillon de Suzanne. Avec sa pièce historique de Suzanne Belperron, Julie espère aller encore plus haut. Ça vient de l'écrin d'une très grande famille française, la famille Polignac. Nous commençons à 30 000. Oui, 32 000, 35 000. Alors, 40 000 ici déjà, 42 000, 50 000. 62 000. Un duel s'engage au téléphone entre deux collectionneurs. 80 000. Oui, 85 000. 90 000. L'enchère tout au fond de la salle à 90 000. Que dit-on? Non. Terminé, Louise. Et nous? Non. Adjugé 90 000. L'acquéreur souhaite rester discret, mais les Belperron vont partir à l'étranger. Julie a eu du flair. Grâce à son enquête, les broches ont fait 6 fois plus que leur première estimation. Ce sur quoi j'espérais des belles surprises et des beaux résultats, ça a bien fonctionné, donc c'est chouette, je suis très contente. Les broches Belperron, j'ai presque perdu mon pari, puisque moi j'avais parié plutôt sur 100 000, elles se sont vendues 90 au marteau. Donc en fait, avec les frais, j'ai gagné, puisque ça fait plus de 100 000 avec les frais. Donc ça, c'est super, c'est vraiment un très joli résultat. Au total, 75% des lots ont été vendus pour plus de 4 millions d'euros. À Toulouse, pour Pauline et Sharif, c'est aussi le moment de vérité. Après Paris et Lyon, les jeunes joailliers ont décidé d'ouvrir une 3e boutique pour l'inauguration de leur nouvelle collection. On est très, très heureux de vous accueillir, d'être venus aussi nombreux nous voir. On espère que cette boutique vous plaît. Ça fait un moment qu'on la fomente. Et donc, quelque part par ici, se baladent 2-3 bijoux, des bijoux de notre nouvelle collection à venir. Mais on est très heureux de vous les montrer, d'avoir vos retours dessus. Entre les simples passants et les clients fidèles, le lieu attire la curiosité. Et c'est vrai que c'est simple d'acheter des choses de la vie courante sur Internet qui sont autour de 20 € peut-être. Mais quand c'est des bijoux qui ont une valeur beaucoup plus grande, se décider sur Internet, ça peut, je pense, être un vrai frein pour les clients. Mais les stars de la soirée sont les bagues florales imaginées par Pauline. La créatrice a invité journalistes et blogueurs à les découvrir. Voici donc l'une des bagues, mais il y en a d'autres qui se baladent un peu partout, de la nouvelle collection. Et en fait, ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses. J'aime bien les choses qui sortent aussi un peu de l'ordinaire et quand c'est original, on peut se démarquer aussi et c'est ça qui est intéressant. L'accueil enthousiaste des Toulousains est de très bon augure pour Pauline et Sharif. Quand on y pense, ça paraît rien, un petit bijou comme ça. Mais en réalité, le travail, l'énergie, l'argent, l'émotion, le risque qu'on a mis dedans, et de voir qu'il y a une bonne réaction et qu'au contraire, il y a une surprise, en fait, ça justifie tout ce qu'on a fait, toute cette aventure entrepreneuriale, tout notre travail. Et donc juste, ça m'émeut, ça me rend heureuse, ça me donne envie d'en faire plus, ça me donne envie de travailler plus aussi, et juste de leur donner plus de bijoux, quoi. Des bijoux qui, de la mine à leur écrin, vont continuer à faire scintiller le milieu feutré de la joaillerie.